à élargir les découvertes que j'avais déjà faites antérieurement. Donc finalement, j'ai jamais terminé ce travail sur l'entreprise, et aujourd'hui, effectivement, il a débouché sur un travail politique et géopolitique, puisque l'entreprise n'est pas un acteur de droit privé finalement, puisqu'il devient un acteur de droit public concurrent des États. Et à ce moment-là, quand on a compris ce cadre, les choses deviennent beaucoup plus claires, puisque c'est ce qui est généralement caché. Et je ne dis pas que ce n'est pas dit, c'est vraiment caché. On cache aux gens que l'entreprise, et en particulier les multinationales, je parle en premier lieu des multinationales bancaires, mais il n'y a pas que les multinationales bancaires. De toute façon, les échanges capitalistiques entre multinationales agroalimentaires, chimiques, pétrochimiques et bancaires sont énormes. Nous avons affaire à un petit groupe de personnes qui contrôlent globalement toutes ces multinationales. Et ça, évidemment, on ne connaît pas les noms, puisque tout se cache derrière l'anonymat, et en particulier celui bien organisé dans les paradis fiscaux. Et donc, ce qu'on nous montre en facial, c'est-à-dire des États avec des dirigeants politiques, en réalité ne sont que des courroies de transmission, des donneurs d'ordre qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Donc, si vous voulez, le conditionnement qu'on a à croire encore en la politique et à penser que la politique nous sortira de nos problèmes, c'est un écran de fumée en réalité, puisque les gens qu'on nous met en facial ne sont pas ceux qui donnent les ordres. Ceux qui donnent les ordres sont ceux qui financent les partis politiques, sont ceux qui financent toutes les recherches, y compris universitaires, et donc on est face à une sorte de, comment dirais-je, de dissonance cognitive, où vous avez ce qu'on vous montre, et on se rend compte que, au fur et à mesure du temps, que finalement, tout ce qu'on fait pour vouloir changer ne fonctionne pas, parce qu'en réalité, on est derrière il y a derrière ce qui est facial un système qui est totalement différent, qu'on ne met jamais en avant, et qui contrôle vraiment la vraie politique. Voilà, ça c'est les conclusions auxquelles j'ai abouti à l'occasion de toutes mes recherches, mais je pense qu'il est intéressant de rentrer un peu plus dans les détails, et en rentrant dans le détail de l'entreprise, en rentrant dans le détail de la fiscalité, en rentrant dans le détail de la monnaie, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la monnaie, eh bien on s'aperçoit que tout ça est lié aux institutions, et qu'en réalité le travail technique sur l'entreprise, sur la monnaie, est indissociable d'un travail sur les institutions politiques. Voilà. Donc on a affaire à un système intégré, et si on démolit une des composantes de ce système, en réalité le système s'effondre. Et il est à la fois très fort et très fragile, parce que toute l'intégralité de ce système repose sur quelques piliers, des piliers qui sont fondamentaux, et si vous coupez ces piliers, c'est le château de cartes qui s'effondre. Ces piliers, c'est l'anonymat des capitaux, ces piliers, c'est le contrôle monétaire, et c'est l'organisation capitalistique qui permet, avec très peu finalement de capitaux, de contrôler des approvisionnements entiers et d'accaparer les biens, les richesses créées et les matières premières. Voilà. Donc ça c'est le décor d'ensemble, mais j'ai réussi à arriver à cette... Donc en fait, la conférence, c'est une amélioration d'une conférence que j'avais déjà faite en juin, et qui s'intitulait « L'État peut-il résister aux banques ?» Et maintenant, j'ai un peu changé, je l'ai surtout étayé, et je l'ai donc intitulé « Comment les banques ont-elles acheté les États ?» Et donc voilà, on va commencer. Donc s'interroger, je l'ai faite en 3 parties. La première partie, c'est s'interroger d'une part sur qu'est-ce qu'est l'État, deuxièmement sur qu'est-ce qu'est une banque, et troisièmement, ça permet de répondre à la question. Comment les banques ont-elles acheté les États? Il faut déjà savoir ce qu'est un État. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'État que nous avons en facial ne répond à aucune des caractéristiques juridiques et politiques d'un État réel. Donc à partir du moment où on comprend ce qu'est un État, ce qu'est le phénomène politique, ce qui est derrière les rapports de force qui se cachent derrière ce phénomène politique réel, on peut élaborer un système de remplacement. Donc c'est la première démarche importante à faire. La deuxième démarche, c'est savoir, et effectivement,
Les banques, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle des banques, tout le monde pense à la BNP ou à la Banque du Coin, Société Générale ou Crédit Agricole, mais la banque, c'est pas ça. La banque, c'est un système intégré de multinationales et c'est un système qui a pris le contrôle des masses monétaires en circulation, c'est-à-dire qui dirige et qui contrôle les monnaies. La quantité de monnaie, la répartition de monnaie, donc l'affectation des ressources, et quand je dis affectation des ressources, ça peut paraître abstrait, mais en réalité, c'est très concret, puisque chaque personne, individuellement, est impactée par le fait de pouvoir bénéficier ou pas des ressources qui sont attribuées. Donc ce n'est pas un terme abstrait, c'est vraiment dans le quotidien des gens qu'il y a des répercussions. Et donc, évidemment, en ayant élucidé ce qu'est un État et ce qu'est une banque, on peut ensuite répondre à la question comment les banques ont-elles acheté les États, ou est-ce que l'État peut résister aux banques? Donc s'interroger sur les forces respectives de l'État et des banques nécessite évidemment d'élaborer d'analyser ces trois composantes. Pour avoir une juste appréciation du concept d'État, il faut avoir une juste compréhension du concept de pouvoir politique. Donner un sens à ce qu'est le pouvoir politique permettra de donner un sens à ce qu'est l'État, puisque l'État est derrière l'État, il y a un pouvoir politique. C'est donc par chaîne de causalité, on arrive, si on détermine ce qu'est l'État, à savoir ce qu'est le phénomène politique. Si on détermine ce qu'est le phénomène politique, on arrive à déterminer ce qu'est l'État. C'est à double sens. Il est donc ensuite clairement possible de déterminer ce qu'est la souveraineté et à qui cette souveraineté doit-elle échoir afin de respecter le concept politique d'État. Donc qu'est-ce que le pouvoir politique? Déjà, le mot politique vient du grec polis, et polis signifie la cité. La politique recouvre donc l'idée du vivre ensemble, à l'intérieur de l'idée de vie en commun, à l'intérieur d'un territoire déterminé. Donc derrière la cité, il y a des frontières. Ça, c'est inhérent au terme même de politique. Au sens propre, la politique consiste donc à organiser la vie en commun à l'intérieur d'un espace géographique délimité. Organiser la vie en commun suppose l'identification, la délimitation d'un intérêt commun à tous les membres du groupe géographiquement déterminé par la cité. Alors quand on dit déterminer un intérêt commun, c'est le plus petit dénominateur commun, puisqu'il est bien évident que quand vous mettez un groupe d'individus ensemble, et plus le groupe est important, plus c'est vrai, les rapports de force font que jamais personne n'est d'accord sur rien. C'est évident. Donc la vie en commun, c'est la confrontation permanente d'intérêts divergents, voire antagonistes. Et si vous ne prenez pas ça en compte, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est un État. Un État est là justement pour permettre de sortir une colonne vertébrale commune à tous ces groupes d'intérêts. Voilà. Et c'est le seul intérêt de l'État. Et c'est pour ça que l'État est né. Donc cet intérêt commun, qui est propre, vraiment propre au phénomène politique, suppose lui-même que la politique ne consiste pas à affirmer et imposer un intérêt catégoriel ou d'ordre privé. Donc, à partir du moment où l'État existe, l'État politique existe, il n'est pas le représentant d'un ordre privé, d'intérêt catégoriel. Il consiste au contraire à identifier et à faire prévaloir l'intérêt commun sur la somme des intérêts particuliers qui émanent de la dite cité, que j'ai déterminée comme un espace géographiquement délimité. Aucune cité n'existe dans un parfait concordat. La vie en commun suppose la confrontation incessante, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une multitude d'intérêts privés ou catégoriels. Afin de rendre cette vie en commun supportable, il faut donc instituer une sorte d'arbitre dont le rôle va consister à trancher entre les différents intérêts contradictoires de façon à instituer un statu quo de nature à apaiser les conflits. Pour être supportable et donc suivi, ce statu quo doit être perçu comme juste, ou au moins comme le plus juste possible en l'état actuel de la situation. La politique consiste donc, si les mots ont encore un sens, à arbitrer entre des conflits de façon à rendre possible la vie en commun sur un espace géographique déterminé. Donc déjà, quand vous avez ce schéma, quand on repart de l'essentiel, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne joue absolument pas un rôle d'arbitre dans des intérêts divergents. Donc, l'élément fondamental de l'organisation sociale, le terme politique, est donc synonyme d'arbitrage. À partir de là, il devient possible de discerner le sens primitif du pouvoir politique. Sémantiquement, le pouvoir signifie avoir la capacité de, c'est-à-dire les moyens concrets de faire, de réaliser quelque chose. Appliqué au concept politique, le pouvoir signifie donc la capacité d'imposer l'intérêt commun aux différents intérêts privés et catégoriels.
En d'autres termes, si la politique consiste à déterminer un intérêt commun en opérant des arbitrages perçus comme justes, le pouvoir politique sera celui de faire matériellement appliquer ces arbitrages au besoin par la contrainte. Donc le phénomène de contrainte est inhérent au phénomène de pouvoir politique et au phénomène d'État. Maintenant, qu'est-ce que l'État? Alors l'État, c'est une construction juridique, c'est une construction abstraite qui permet de matérialiser justement la mise en œuvre de cet intérêt commun qu'on vient de délimiter dans la première partie. Donc dans l'ordre interne, l'État c'est une entité juridique incarnant l'intérêt commun. L'État au sens propre du terme, hein, je ne parle pas de l'État qu'on connaît aujourd'hui. Pour que des arbitrages de nature sociologique et politique soient effectivement mis en œuvre, y compris si nécessaire par la force, il faut que le pouvoir politique soit incarné par une institution juridique dotée d'une réalité politique, ce à quoi répond précisément en interne la notion juridique d'État. La justification de l'État est également sa raison d'être, c'est-à-dire son signifiant. Elle est entièrement comprise dans la notion d'intérêt commun, d'équilibre des forces en présence sur un territoire donné et d'arbitrage dans le sens de la justice. Car il faut bien considérer que les arbitrages qui seront rendus ne seront à terme respectés par les justiciables du dit État que s'ils apparaissent globalement justes. Autrement dit, le rôle de l'État ne sera accepté par tous que s'il remplit la fonction qui justifie son existence, celle pour laquelle il existe. Garantir le respect d'un équilibre des forces en présence sur le territoire sur lequel il a juridiction. On peut également élargir la perspective et aller chercher le rôle de la fonction État dans un ordre juridique externe, et en particulier dans l'ordre international européen. L'État est, depuis les traités de Westphalie du 24 octobre 1648, la recherche d'un équilibre géopolitique des forces. Donc en interne, on a déterminé avant ce qu'était l'État, et en externe, c'est la recherche d'entités qui permettent d'élaborer un équilibre géopolitique des forces. On est toujours dans le rapport de force quand on parle de politique. Donc à titre préliminaire, il faut définir le cadre dans lequel s'inscrit le débat. Qu'il soit qualifié de présidentiel comme aux États-Unis, de parlementaire stricto sensu comme en Angleterre, ou de présidentialiste comme en France, qu'il soit fédéral ou central, le concept d'État sous forme de séparation de pouvoir et de mandat représentatif que nous connaissons aujourd'hui s'est imposé au moins formellement dans le monde entier, à mesure que s'imposait l'ordre juridique et politique occidental au reste du monde. Quoi qu'il en soit de sa forme actuelle, le concept d'État est profondément de nature européenne, c'est-à-dire que son signifiant est entièrement compris dans la culture gréco-latine propre à ce que fut l'Europe et à ce qu'elle est devenue au fil des siècles. Il est donc indispensable, afin de conserver une cohérence au signifiant, le concept d'État tel qu'il est né dans les conditions de la culture européenne, d'en apprécier la réalité externe dans le contexte culturel européen. C'est la raison pour laquelle il est important de s'intéresser au traité de Westphalie, qui ont été signés en octobre 1648. En fait, il s'agit de plusieurs traités. On dit le traité de Westphalie, mais il y en a plusieurs. Et auxquels ont participé toutes les puissances occidentales, à l'exception notoire du tsar russe, du roi d'Angleterre et du sultan ottoman. Et ces traités ont déterminé les principes des États européens. Le fondement principal de ces traités internationaux a été la recherche d'un équilibre des puissances politiques qui s'exerçait en Europe à cette époque. Aucun État ne devait être plus puissant que tous les autres réunis. Ces traités répondaient à une préoccupation d'équilibre des forces, préoccupation qui est encore évidemment d'actualité. S'il n'est pas dans notre propos de porter un jugement de valeur sur la réponse donnée par les traités de Westphalie à la question du rapport des forces entre puissances, nous insistons en revanche sur le fait que ces traités ont été à un moment donné de l'histoire une réponse donnée à une problématique qui est intemporelle, la problématique de l'équilibre des forces entre puissances. Jusqu'à la disparition en 1806 du Saint-Empire romain germanique, les traités de Westphalie ont géré l'équilibre des forces géopolitiques en Europe. L'Empire est morcelé en 350 petits États, sonnant le glas de la puissance des Habsbourg. Les grands gagnants de ce traité avaient été la Suède, les Pays-Bas et la France. Contrairement à ce qu'en ont dit certains, le concept d'État westphalien n'est pas du tout mort au XXe siècle. S'il est mort en apparence, son signifiant a survécu car la paix qui s'est installée en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale doit tout en fait à l'équilibre des puissances et des forces. C'est en effet sur le principe de l'équilibre des forces que fut fondée la paix, évidemment, c'est ce que je viens de dire, et en particulier sur l'équilibre de la terreur qui a régné entre l'Est et l'Ouest en matière nucléaire.
Donc c'est bien entendu les instances européennes, ce ne sont bien entendu pas les instances européennes qui n'étaient pas encore nées ou balbutiantes qui ont créé la paix en Europe depuis 1945. C'est l'équilibre de la terreur entre d'une part le camp de l'Ouest et d'autre part le camp de l'Est. Pour les gens qui sont à l'UPR ou qui l'ont été ou autres, ils le savent puisque Asselineau l'a suffisamment répété. Donc la forme change, mais le signifiant perdure. C'est-à-dire que la recherche de l'équilibre des forces qui avait lieu dans les traités de Westphalie est encore d'actualité aujourd'hui. Au sens géopolitique européen du terme, l'État doit donc être une entité disposant d'une autonomie suffisante pour garantir la sécurité de ses ressortissants. Cette entité doit, selon les principes westphaliens, être capable de se mesurer seule ou avec ses alliés à des voisins plus puissants. Notons qu'aujourd'hui, la taille géographique ne semble plus être le critère déterminant qu'il fut à l'origine. Les capacités techniques ont pris une telle proportion dans tous les domaines, militaires mais aussi énergétiques, biologiques et autres, que les États sont davantage ceux capables de développer des idées techniques et technologiques créatrices que ceux détenant des matières premières, même s'il est évident que la détention de matières premières reste un avantage comparatif très important. Mais cet avantage n'est plus dirimant, il peut aujourd'hui être compensé par des échanges de type bien contre service entre États. La capacité créatrice et l'ingéniosité des ressortissants d'un État peuvent à eux seuls garantir que l'État en question sera en mesure d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du dit État. Alors maintenant qu'on a défini le cadre de ce qu'était un État, il est important de rentrer dans les détails et de savoir qu'est-ce que la souveraineté et à qui elle échoit dans le cadre juridique déterminé de l'État. Si l'on parle des présupposés de l'État décrits ci-dessus, la souveraineté ne peut appartenir évidemment qu'à l'État. Le vocabulaire juridique décrit en effet la souveraineté comme le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre. Toutefois, cette analyse est insuffisante, car il faut déterminer comment cette souveraineté est exercée et comment sera garanti le fait qu'elle sera échue à un État représentant effectivement l'intérêt commun de ses membres. Autrement dit, une fois établi que l'État est l'objet de la souveraineté, il faut encore analyser le sujet de cette souveraineté. L'État décrit ci-dessus est composé d'individus vivant sur un territoire délimité qui acceptent de se doter d'institutions chargées d'organiser leur vie en commun. Dans ce sens, le sujet de la souveraineté est la population vivant sur le territoire en question. Nous retrouvons ici l'idée politique de peuple souverain qui a émergé à la Révolution française mais n'a en pratique jamais été mise en œuvre jusqu'à ce jour. En interne, c'est-à-dire du point de vue intérieur à l'État, la souveraineté est le caractère d'un organe qui n'est soumis au contrôle d'aucun autre et se trouve investi des compétences les plus élevées. Ça, c'est la définition juridique de la souveraineté d'un État. Mettre en œuvre l'idée selon laquelle le peuple est le sujet de la souveraineté suppose de transcrire dans les institutions une exigence de mandat impératif qui s'oppose radicalement à l'idée de mandat représentatif que nous connaissons actuellement depuis 1789. Il faut également considérer que le système parlementaire, hérité de la Révolution de 1789, a été directement importé d'Angleterre. Ce système établit un organe constitutionnel immuable dont le seul rôle, la seule fonction est de créer des lois. Or, tous les gens qui ont travaillé sur les organisations savent que ces organisations, une fois créées, n'ont de cesse que de faire du zèle et pour affirmer leur puissance, aller toujours plus loin dans la détermination de leur mission. Il en résulte fatalement que l'établissement constitutionnel d'un Parlement, à la façon anglaise, générera à terme une surabondance de textes. Cette inflation législative nuit à la sécurité juridique et matérielle des ressortissants de l'État, et cette inflation législative est consubstantielle au fait qu'il y a un organe dont la seule mission est de déterminer, de faire des lois. Le Parlement à l'anglo-saxonne est lui-même une institution qui est antinomique avec la notion politique d'État, puisque la notion politique d'État suppose de garantir la sécurité de ses ressortissants. Or, justement, la sécurité juridique n'est pas garantie par l'inflation législative. Or, la construction politique de l'État actuel suppose de façon structurelle une inflation législative. Donc, mécaniquement, le Parlement anglais, le Parlement à l'anglo-saxonne, le parlementarisme à l'anglo-saxonne n'est pas capable de remplir les conditions politiques d'un État. Au surplus, voter à intervalles réguliers pour des élus censés les représenter au sein d'un Parlement ne permet aucunement aux électeurs de maîtriser ou canaliser, à la fois qualitativement et quantitativement, les lois qui seront votées par les 10 élus lors de leur mandat. De plus, le vote par les prétendus représentants du peuple n'est pas libre, mais encadré par la cooptation préalable des élus par les partis politiques.
Les électeurs ne maîtrisent pas réellement les gens pour qui ils sont sommés de voter, car ces derniers sont présélectionnés en amont et selon nombre de tractations opaques par des partis politiques. Cette présélection des élus garantira de façon fonctionnelle beaucoup plus la loyauté des 10 élus envers le parti duquel ils sont issus et qui se chargera de financer leur élection qu'envers les électeurs anonymes, qui sont très nombreux, éclatés, qui ont des intérêts divergents, etc. Donc le régime parlementaire à la mode britannique et le mandat représentatif qu'il sous-tend ne permettent aucunement de mettre en œuvre la souveraineté populaire. Ce type d'institution est totalement disqualifié pour asseoir le principe de l'autodétermination des peuples, car la souveraineté ainsi comprise est captée par des organismes intermédiaires, les partis politiques. Or, ces partis politiques ne dépendent pas tant des électeurs que des créanciers qui leur permettent de financer les incessantes élections, leur permettant de conserver le pouvoir politique formel. Et je parle de pouvoir politique formel, car ce pouvoir apparent et dénué de sens politique réel, capté par les détenteurs de capitaux, il est devenu une coquille vide de tout signifiant politique réel. C'est une coquille vide. Les États que nous avons l'habitude dont nous parlons, dans lesquels nous vivons, ne sont pas des États au sens politique du terme. Il faut donc revenir, car en la matière, tout a déjà été inventé, à des institutions permettant de mettre effectivement, de façon institutionnelle, en œuvre les différents intérêts des différents membres et catégories socio-professionnelles d'une population installée sur un territoire déterminé. Et nous évoquons ici deux principes essentiels. Le premier principe est celui de l'instauration de corps intermédiaires pour chaque catégorie sociale, à la fois de nature économique, mais aussi non économique, comme le sont toutes les activités visant à créer du lien social, de l'instruction, des soins. On n'est pas, dans le cadre de ces activités, on n'est pas stricto sensu dans la recherche d'un bénéfice. On est dans la recherche d'un bénéfice collectif, en tout cas pas individuel et monétaire. Donc le second principe, ça c'est le premier principe, et le deuxième principe, c'est que les représentants de chacun de ces corps intermédiaires devront être régis par un mandat impératif qui garantira leur loyauté et la transparence vis-à-vis de ces mandataires. Il ne sera que le porte-parole d'intérêts savamment contrôlés par les gens qu'ils représentent. Voilà. Et s'il n'y a pas de mandat impératif, il n'y a aucun contrôle possible par les électeurs. Une fois que seront dûment représentés tous les intérêts sociaux des différentes catégories sociales, des instances étatiques représentées par un gouvernement, dirigé par un chef, pourront effectivement remplir le rôle qui leur est imparti, c'est-à-dire trancher entre les intérêts divergents issus de la population qu'ils ont à régir. En d'autres termes, assurer la viabilité et la pérennité de la vie en commun sur le territoire en question. Aujourd'hui, ce rôle ne peut fonctionnellement pas être rempli par les pouvoirs exécutifs qui sont des émanations du pouvoir économique caché. Les intérêts privés des grands capitalistes prévalent actuellement sans partage, emportant définitivement le concept d'État dans les oubliettes de l'histoire. En conclusion, il faut, et d'ailleurs, aujourd'hui c'est quand même assez visible, il y a des forces très puissantes qui veulent supprimer les États en construisant des institutions supranationales, en élaborant des guerres, en envoyant des terroristes, enfin, je dirais que l'État, mais ce n'est qu'une logique naturelle, puisque l'État est déjà fonctionnellement plus un État, au sens politique du terme. En conclusion, il faut revenir sur la séparation des pouvoirs conjuguée au principe parlementaire britannique, à la sauce britannique, qui éclate les responsabilités et donne le pouvoir aux partis politiques et aux instances bureaucratiques. C'est une organisation politique structurellement inapte à mettre en œuvre le principe de l'autodétermination des peuples. La question de l'organisation politique de l'État d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors quand je dis ça, les gens sont tellement choqués en général, puisqu'ils pensent vivre dans un État démocratique, parce qu'ils vont voter à des élections, etc., que j'ai trouvé utile d'expliquer les différences entre ce qu'était l'État sous la monarchie avant la Révolution française, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il pourrait devenir demain. Donc sous l'Ancien Régime, il existait institutionnellement des contre-pouvoirs au pouvoir royal, qui étaient d'une part l'aristocratie et d'autre part le clergé. On ne peut pas dire que le tiers-État était réellement un contre-pouvoir, mais le clergé et l'aristocratie étaient vraiment un contre-pouvoir au pouvoir royal. On ne peut pas déduire par contre de l'existence de ces deux contre-pouvoirs qu'ils étaient organisés autour de l'idée de souveraineté des peuples. Ça, c'est tout à fait impossible. Au contraire, l'organisation générale de l'État était axée autour d'une élite militaire, les chevaliers, qui, par la force des armes, avaient pris et organisé le pouvoir politique à leur avantage, tout en validant le fait qu'elle devait partager le dit pouvoir avec les puissances cléricales en place, qui représentaient une véritable force pérenne et organisée.
En revanche, cette organisation sociale de type décentralisé, déjà il y avait une décentralisation, c'est déjà une démarche de manœuvre, je parle pour les particuliers, ne conférait, contrairement à ce qui est généralement dit, aucun pouvoir absolu au roi, qui restait le primus inter pares. Donc le roi était le premier d'entre ses pairs. Il n'avait pas tous les pouvoirs. Les aristocrates étaient pour lui un contre-pouvoir, et le clergé également. L'économie du pays était principalement agricole. La terre était détenue et gérée par et pour le compte des riches propriétaires terriens, la noblesse et le clergé. Notons que la richesse terrienne a été captée à la Révolution française par la puissance montante des commerçants. La composante commerçante du tiers-État était en revanche organisée de façon démocratique dans la mesure où chaque type de métier était géré par et pour ses propres représentants, sous le contrôle plus ou moins efficace de ses mandants. Il faut néanmoins souligner que jusqu'aux grandes découvertes, l'activité de commerce était très minoritaire, à la fois en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. Le commerce était par ailleurs essentiellement localisé dans les villes, dans un contexte où les campagnes occupaient la plus grande partie du territoire. Le commerce était alors anecdotique et très largement tourné autour de l'artisanat. Les choses ont commencé à changer à partir de la fin du XVe siècle pour aboutir aujourd'hui à un complet renversement des postulats sociaux. L'organisation sociale que nous connaissons aujourd'hui met en œuvre, par institutions interposées, le pouvoir absolu des principaux détenteurs de capitaux via le système des partis politiques généré par le parlementarisme à l'anglo-saxonne, lui-même issu de la mise en œuvre du principe de séparation des pouvoirs. Donc on est dans un contexte, alors qu'on décriait le pouvoir monarchique comme étant un pouvoir absolu, le pouvoir n'a jamais été aussi absolu qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il est aussi absolu pour une simple raison, c'est que nous ne connaissons pas les gens qui sont au pouvoir réellement. Nous avons qu'une représentation faciale qui ne sont que des convois de transmission, des donneurs d'ordre qui sont anonymes et cachés. Donc aujourd'hui, le pouvoir est réellement absolu et sous la monarchie, il ne l'était pas de façon structurelle. C'est pas pour ça qu'il était démocratique pour autant, mais il n'était pas absolu. Et ça, il faut le garder en tête. Aujourd'hui, la typologie de la société a aussi considérablement évolué. Le commerce de minoritaire est devenu dominant. L'agriculture n'est plus majoritairement de subsistance, mais à vocation commerciale. Les villes ont phagocyté les campagnes et le commerce lui-même a changé de forme. Il n'est majoritairement plus du tout organisé autour de l'artisanat qui a cédé la place à la fabrication industrielle, pendant que les services fournis se sont adaptés aux besoins générés par une vie sédentaire, urbaine et dans laquelle les femmes sont employées hors du contexte familial. La vie des enfants elle-même, l'éducation elle-même des enfants n'étant principalement plus dans le cadre d'un contexte de cellule familiale, mais de celui d'une collectivisation de type étatique. Très jeunes, les enfants vont à la crèche, à l'école, etc. Et ils passent la majorité de leur temps dans ces institutions collectives. Ils ne sont pas à la maison. On ne peut pas dire que l'éducation soit le fruit d'une contrainte, d'une culture familiale. Ce n'est plus vrai, ça. Alors, revenir du jour au lendemain à l'état intérieur est impossible. Il faut comprendre qu'il est aujourd'hui impossible de reprendre une organisation politique adaptée à un milieu qui a changé de façon radicale. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes collectivement confrontés à une double impossibilité, à la fois de reprendre l'organisation politique de l'Ancien Régime et de continuer avec l'actuelle organisation politique. Donc on est dans une situation où on pourrait radicalement changer d'organisation sociale. Et quand je dis d'organisation sociale, c'est de forme politique de l'État. Nous devons penser à une forme d'organisation qui prendra en compte les nouvelles forces sociales émergentes, parce qu'il y a des nouvelles forces sociales émergentes actuellement. Elles sont issues du développement considérable des techniques de l'information et de la connaissance du vivant. Une nouvelle forme sociale émergente est la force de l'intelligence et de la créativité. Elle remplace celle du commerce qui a émergé au XVe siècle. Ainsi, la nouvelle organisation politique de la société devra de façon inéluctable prendre en considération la créativité et l'intelligence humaine. Elle nécessitera de changer les concepts de monnaie et d'entreprise pour permettre à cette créativité humaine d'émerger réellement et de prendre la place politique qui lui revient de droit dans cette nouvelle organisation sociale. C'est un combat qui ne se fera pas du jour au lendemain, puisque vous avez vu que la force montante des commerçants a débuté au XVe siècle et aujourd'hui est à son apogée, elle est dans son émanation la plus totale. Donc je vous laisse compter les siècles. Donc à chaque force sociale émergente, c'est un combat permanent et qui doit se faire sur la durée.
Deuxième partie, donc maintenant qu'on a fait le tour quand même de ce qu'est l'État, le pouvoir politique, la question de l'organisation sociale, je vous propose de rentrer un peu dans le détail de ce que sont les banques. Alors, je peux vous faire une citation de Carroll Quigley, ça peut être peut-être un peu long, si vous voulez je le ferai, sinon je m'en dispense. Mais peut-être que ça peut vous situer un peu les choses. Carroll Quigley, donc, qui est né en 1850 et qui est mort en 1932, a écrit la chose suivante. Les puissances du capitalisme financier avaient un plan de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé capable de dominer le secteur politique de chaque pays et l'économie mondiale d'un seul tenant. Donc ça résume à peu près la situation actuelle. Techniquement, alors là je quitte Carroll Quigley, je reviens à l'analyse de ce qu'est une banque. Une banque est une entreprise privée qui prend différentes formes en fonction de l'État dans lequel elle est implantée. Chez certains, elle aura une forme d'entreprise, dans d'autres États, ce sera un trust, enfin bref. La forme juridique importe peu. En revanche, les grandes banques sont d'implantation internationale, c'est-à-dire qu'elles sont implantées dans de multiples pays différents. Elles sont économiquement contrôlées par des personnes physiques. Ça ne change pas non plus, quels que soient les pays. C'est toujours les personnes physiques qui sont derrière le nom des entreprises, des multinationales, des réseaux bancaires. Et ces personnes physiques, le public ignore la très large majorité du temps leur nom. Et c'est surtout vrai sur les très gros conglomérats bancaires internationaux. Au fil du temps, le système bancaire s'est intégré à différents niveaux. D'une part, il s'est internationalisé, comme on vient de le voir, et chaque banque d'affaires opérant par le biais des marchés ou de missions ou étant directement implantée sur le territoire d'États différents. Et d'autre part, il s'est consolidé au niveau de chaque État en zone géographique par l'intermédiaire des banques centrales. Historiquement, sur le territoire de chaque État, les propriétaires des banques privées les plus importantes se sont associés pour créer une banque centrale. Alors, premièrement, la banque est une entreprise privée de nature internationale. Quand je dis une entreprise privée de nature internationale, c'est aussi de nature commerciale. Il en découle que la banque est une organisation détenue par des personnes privées qui restent le plus souvent anonymes. Et ces personnes privées défendent leurs propres intérêts privés. Elles ne défendent pas l'intérêt des Français, des Allemands, des Iraniens, des Irakiens, ou je ne sais quoi, des Japonais ou des Chinois. Ce n'est pas vrai. Une entreprise privée, une banque privée, défend l'intérêt de ses actionnaires majoritaires. Voilà. Et quand on nous fait croire que les multinationales ont tout intérêt à être françaises, ceci, il faut être derrière, on nous fait croire que le peuple doit être derrière les multinationales comme un seul homme pour défendre son bout de gras, mais c'est une hérésie, c'est un mensonge éhonté, c'est une manipulation du réel et c'est surtout une vilainie politique, c'est un vrai mensonge. Alors, l'organisation des banques en groupe d'entreprises bancaires et financières qui forment un nuage capitalistique est un moyen essentiel de rendre les capitaux anonymes, de rendre les véritables détenteurs des capitaux de ces entités anonymes. En effet, il est parfois très difficile, même pour les services de l'État, de remonter aux associés décisionnaires de ces groupes d'entreprises en raison du nombre de sociétés, de leur imbrication dans de multiples États et de la multiplicité des formes sociales juridiquement disponibles. Il faut ajouter à cela que certains États, vivant sous la coupe du droit anglo-saxon, organisent eux-mêmes l'anonymat des détenteurs de capitaux de certaines structures juridiques utilisées à des fins professionnelles telles que les trusts anonymes. Cette pratique des groupes d'entreprises permet aux détenteurs actifs des capitaux de prendre au niveau mondial un poids économique et politique de plus en plus important, tout en restant dans l'ombre, c'est-à-dire, quand on dit rester dans l'ombre, c'est à l'abri de toute responsabilité politique. Ce sont des gens qui prennent de plus en plus de décisions qui impactent la majorité des gens, mais qui ne rendent jamais de compte à personne. Ils n'ont jamais de compte politique à rendre alors qu'ils ont pris un pouvoir politique, de facto, puisque leurs décisions impactent la grande majorité des gens. Alors ça, c'est pour l'entreprise privée qui est la banque. Mais la banque est devenue aussi autre chose. Elle s'est consolidée au niveau de chaque zone géographique dans un système de banque centrale. Et les banques centrales sont nées sous le signe d'une imposture. Elles ont été présentées comme des banques d'État et ont disposé donc à ce titre de la garantie d'État, c'est-à-dire essentiellement de celle des contribuables de l'État,
alors que ces capitaux restaient dans des mains privées. L'appropriation par des intérêts privés est le vice initial du concept de banque centrale. C'est ainsi que la Banque d'Angleterre en 1694, la Banque de France en 1800, la Fed en 1913, la BRI, Banque des règlements internationaux en 1930, le système européen de banque centrale, dit SEBC, en 1999, reflètent toutes un désengagement des instances politiques de l'État dans la gestion centralisée des masses monétaires en circulation. Aujourd'hui, la distinction institutionnelle fallacieuse entre gestion monétaire et gestion politique est entrée dans l'inconscient collectif comme une normalité. Tout le monde estime normal que les banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique. Personne ne se pose plus la question de savoir pourquoi doivent-elles impérativement être indépendantes du pouvoir politique. Dès que vous évoquez cette question de l'indépendance des banques centrales, les âmes qui se croient éclairées vous répondent immanquablement « Souvenez-vous de Weimar et de la planche à billets ». Mais c'est une très mauvaise réponse, parce que Weimar et justement l'hyperinflation de cette époque a été le résultat d'une politique elle-même très largement sous domination capitalistique. Par ailleurs, les banquiers eux-mêmes ont été assez créatifs pour remplacer la méchante planche à billets par le quantitative easing, qui entraîne une stagflation, et non plus une inflation, mais la stagflation suppose une inflation, dont les résultats sont bien plus satisfaisants pour les banquiers que l'inflation, leur permettant d'accroître encore plus leur accaparement. Alors, je pense que c'est inutile de rentrer dans les détails vraiment techniques de ce qu'est l'inflation, la stagflation, les conséquences de l'un et de l'autre. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, je vous invite à aller lire tout ce que j'ai écrit, en particulier sur le phénomène monétaire, et vous comprendrez qu'en réalité, le quantitative easing a généré une stagflation. La stagflation, c'est quoi? C'est la création de bulles. C'est en fait l'augmentation sidérante et permanente des actifs, donc des actifs immobiliers, des actifs sous forme de capitaux, donc d'actions ou d'obligations, toutes les valeurs de biens de longue durée ont augmenté de façon considérable par cette mise en circulation d'argent indu. Et donc les gens se retrouvent dans la situation suivante, ils ont du mal à se loger puisqu'il y a eu une bulle immobilière dans quasiment tous les pays du monde, mais par contre leurs revenus sont restés identiques, alors que dans l'inflation, les revenus augmentent également. Et à l'occasion des 30 Glorieuses, à la fin on a eu une inflation, mais les gens, en effet, leurs revenus étaient augmentés à la hauteur de l'inflation, donc ils n'ont pas souffert tant que ça de l'inflation. Alors évidemment, à Weimar, ils en ont souffert de l'inflation, on est bien d'accord, mais les gens qui sont derrière l'inflation de Weimar sont aussi derrière les mêmes que ceux qui sont derrière aujourd'hui le quantitative easing et la stagflation. Et la stagflation arrive à un moment ou à un autre quand même à créer de l'inflation. Tout le monde a remarqué en faisant ses courses qu'on achète moins de choses aujourd'hui qu'on en achetait avant. Alors effectivement, il y a le problème de l'euro, mais le problème de l'euro, je dirais, est surabondant et vient en élément. D'abord, il rentre dans ce système d'ensemble et il vient comme un élément supplémentaire, mais qui ne fait que conforter la tendance de fond et la tendance réelle. C'est vrai que l'inflation a été générée par l'euro, mais l'inflation était inéluctable avec le quantitative easing, quel que soit euro ou pas euro. Donc certains rétorqueront aussi que la Banque de France a été nationalisée. Mais là encore, il faut s'entendre sur les termes. Que signifie réellement une banque nationalisée par un État lui-même entièrement sous dépendance des principaux propriétaires de capitaux, comme je l'ai déterminé dans la première partie? Alors pour vous faire mieux comprendre sous quels signes sont nées les banques centrales, je vous propose des petits exemples. Donc, par exemple, la genèse de la Banque de France. Donc, elle a été encore aujourd'hui, elle est fallacieusement présentée encore aujourd'hui sur le site de la Banque de France. Vous pouvez trouver ça comme étant liée à l'histoire de la nation. Mais rien n'est plus faux. La Banque centrale française est née en 1800. A été conçue, comme toutes les banques centrales du monde, comme une entreprise capitalistique détenue par des personnes privées, des banquiers. L'idée de sa création a été susurrée au premier consul Bonaparte par un banquier qui s'appelle Jean-Frédéric Perregaux, lui-même régent de cette banque. Et effectivement, au moment de sa création en 1800, la Banque de France était majoritairement détenue par Bonaparte. Mais Bonaparte est parti, la Banque de France est restée et les capitaux ne sont plus détenus par Bonaparte.
Donc c'est pas lui qui était initialement à l'origine de cette idée. C'était pas un banquier, Napoléon, jamais il aurait eu cette idée-là, il connaissait rien, c'était un militaire mais pas un homme de finance. Donc ça lui a été susurré et par des banquiers. Et les banquiers ont gardé le contrôle de l'institution, même quand lui est parti. D'ailleurs, ce Jean-Frédéric Perregaux, qui est né en 1716, a fait l'apprentissage du commerce et de la finance à Mulhouse, où il apprend l'allemand, à Amsterdam et à Londres. Puis il s'installe à Paris en 1765, où il travaille pour Jacques Necker et fréquente le salon de l'hôtel Télusson. Et l'hôtel Télusson était détenu par la veuve du banquier genevois Georges Tobie de Télusson, actionnaire de la banque Girardot. Donc on voit déjà le contexte déjà internationalisé de la banque et des capitaux. Donc la banque centrale n'est pas dans un contexte de capitaux strictement géographiquement localisés. Ça, c'est le contexte de départ. C'est la source de ce qu'est une banque centrale. Alors en 1781, ce Jean-Frédéric Perregaux, à l'aide de son compatriote Isaac Panchaud, qui est un banquier financier britannique d'origine suisse, fonde sa propre banque en s'associant au banquier Jean-Albert Gulpenzheimer, ancien correspondant à Paris de plusieurs banquiers européens. Voilà, donc vous voyez que la Banque de France n'a jamais été une banque chargée de s'occuper des intérêts de la nation. Elle était une banque chargée de s'occuper des intérêts des banquiers. Voilà. Mais elle a été présentée et elle est encore comme intimement liée à l'histoire de la nation. C'est un mensonge éhonté. Et ça, vous le trouvez sur le site de la Banque de France. Hein. Alors, je peux vous parler aussi de la genèse de la Fed, la Banque Centrale Européenne, américaine, qui est née sous les mêmes auspices d'une banque privée présentée comme une banque publique à l'initiative des banquiers. Elle a été créée à l'occasion d'une petite coterie composée de banquiers influents et d'hommes politiques à leur solde. On retrouve à l'initiative de la Fed le sénateur Aldrich, qui entretenait des relations d'affaires avec J.P. Morgan, qui était lui-même le beau-père de John Rockefeller. Abraham Pia Andrews, lui, c'était secrétaire assistant du Trésor américain, homme politique qui fut tout le long de sa carrière très influent dans le milieu bancaire. Frank Vanderlip, président de la National Bank of New York, la plus puissante banque américaine qui représentait les intérêts financiers de William Rockefeller, de la société d'investissement internationale Kuhn Loeb & Company. Donc, toujours dans le milieu bancaire. Henry Davison, qui était le principal associé de J.P. Morgan Company. Charles Norton, qui était le président de la First National Bank of New York. Et Benjamin Strong, directeur général de la J.P. Morgan Banker Trust Company, qui en devint PDG 3 ans plus tard. Et enfin, on trouve l'éternel Paul Warburg, qui était un Allemand naturalisé américain, partenaire de la Kuhn Loeb. Il représentait également la dynastie bancaire Rothschild en Angleterre et en France. Vous voyez que la Fed n'est pas née sous les auspices de l'intérêt du peuple américain ou du financement stratégique du territoire américain. L'idée d'une banque centrale a été vendue par les banquiers aux autorités politiques et surtout au public en mettant en avant les immenses services qui seraient rendus à l'État par cette centralisation monétaire dans les mains des banquiers. Ces banques centrales ont été présentées au public sous la forme de banques d'État alors que leur détention capitalistique restait dans des mains privées, les banquiers privés contrôlant désormais officiellement les émissions monétaires. Je peux aussi vous parler de la genèse de la Banque des règlements internationaux, dont on ne parle pas suffisamment, mais la Banque des règlements internationaux est la banque est la banque centrale des banques centrales. En réalité, elle gère la plupart des politiques qui seront mises en œuvre par les banques centrales du plan occidental et bien au-delà, puisque vous avez des pays comme la Russie, je crois que la Chine aussi, mais j'en suis pas tout à fait sûre. En tout cas, vous avez un nombre très très considérable de banques centrales qui sont membres de la BRI. Alors, il est très intéressant de connaître les conditions dans lesquelles est née la Banque des règlements internationaux à l'occasion formellement du plan Young de 1930. Alors, la BRI est la traduction institutionnelle d'un plan élaboré par un conglomérat d'intérêts bancaires et financiers. En 1920, John Foster Dulles, alors pour ceux qui sont intéressés par l'histoire politique et géopolitique du XXe siècle, je vous conseille fortement d'aller vous renseigner sur qui étaient les frères Dulles. Ça vaut vraiment la peine, on est gratifié par ces recherches.
Alors, John Foster Dulles, qui est né en 1888 et qui est mort en 1959, deviendra secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Il était le représentant des intérêts de la Banque d'Angleterre et de J.P. Morgan dans l'Europe d'après-guerre. Et il a rencontré en 1920 Hjalmar Schacht, que les gens qui s'occupent de monnaie connaissent, qui était alors fonctionnaire subalterne auprès de l'autorité bancaire allemande créée par les Alliés, puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés ont pris le contrôle de l'autorité bancaire allemande. Et ils ont mis cet homme-là à la tête de cette autorité. En mars 1922, Schacht fait part à John Foster Dulles d'un nouveau système financier international afin de financer l'Allemagne, prétendument les réparations de guerre, mais en réalité réellement la remilitarisation de l'Allemagne. Alors, j'ai une citation de Schacht qui vaut vraiment de détour, mais elle est un peu longue. À moins que vous ne vous y opposiez, je veux bien me dispenser de la lire. Si vous me demandez de la lire, je le ferai. Tu veux? C'est pas le banquier d'Hitler. Mais bien sûr, c'est le banquier d'Hitler. Oui, Hjalmar Schacht, c'est le banquier d'Hitler, mais c'est surtout le banquier de Norman Montagu, qui était le président de la banque centrale, la Banque d'Angleterre, dans la première partie du XXe siècle. Alors, donc la citation. « Mon idée est que ce ne soit pas un emprunt d'État, mais un emprunt de compagnie privée. Je veux former, disons, 4 compagnies privées allemandes, et à chacune d'entre elles, le gouvernement allemand devra accorder le monopole des exportations en gros de produits tels que le charbon, la potasse, le sucre et le ciment. Chacune de ces compagnies contrôlera l'exportation d'un des produits. Le monopole devra être accordé pour 20 ans. Les producteurs nationaux devront leur remettre leur production. Ces sociétés émettront des emprunts d'un montant total de 5 milliards de marks or. Comme le total des exportations des 4 peut être estimé à 500 millions de marks or, le montant de l'emprunt sera remboursé en 10 ans. L'emprunt que je propose n'est basé sur aucun traité politique. Le remboursement sera sous le contrôle tout d'abord d'industriels et d'hommes d'affaires appartenant aux rangs les plus élevés. » Donc on est bien clair que tout se passe dans le cadre d'intérêts privés. L'intérêt de l'Allemagne n'a rien à voir dans l'histoire. Hein. Au contraire, les petits producteurs sont tous sommés de vendre leur production à ces cartels. Alors, Dulles a fait suivre cette lettre à Thomas W. Lamont, qui était associé chez J.P. Morgan, et qui, au cours des années qui ont suivi, l'essentiel de ce plan, Schacht-Dulles-Morgan, a été mis en œuvre. Nous avons là l'origine des cartels internationaux basés en Allemagne et dirigés par les Britanniques, qui furent créés dans les années 20. Schacht lui-même sera nommé commissaire à la monnaie nationale allemande en novembre 1923 et un mois plus tard, président de la Reichsbank. Depuis 1919, John Foster Dulles était l'avocat de Richard Merton, le fondateur du plus important de ces cartels, l'IG Farben. En 1924, il est choisi par J.P. Morgan pour mettre en œuvre le plan Dawes prévoyant la réorganisation, dans le cadre des négociations avec Schacht, du versement des réparations de guerre. En 1926, il deviendra directeur exécutif de Sullivan & Cromwell, le cabinet d'avocats de tous les cartels. De 1926, Sullivan & Cromwell, je précise, c'est un cabinet d'avocats américain. De 1926 à 1929, le plan Schacht-Dulles-Morgan débouche sur une série d'arrangements impliquant nombre des plus grandes sociétés britanniques, américaines et allemandes. Les 2 principaux cartels sont le Trust chimique IG Farben et le cartel international de l'acier, dont la création est redevable aux prêts étrangers d'un montant de 800 millions de dollars accordés dans le cadre du plan Dawes en vue de cartéliser la chimie et la sidérurgie allemande. Ces prêts sont gérés aux 3 quarts par 3 firmes de Wall Street, Dillon Red & Co., Harris Forbes & Co. et National City. Alors, quand on parle de la Banque des règlements internationaux, de Schacht, de Norman Montagu, qui était le président de la Banque d'Angleterre, de J.P. Morgan, de Dulles, on comprend que la naissance de cette banque est liée intimement à la naissance et surtout au développement des cartels. Donc il est important d'avoir ça en tête. La BRI est liée aux cartels. Et ces cartels, enfin, les cartels étaient préexistants à la BRI, mais ils ont pris une ampleur qui était impensable et qui n'aurait pas été permise sans la Banque des règlements internationaux. Alors je vous propose un petit historique du cartel d'IG Farben, parce que vous allez voir que nous sommes aujourd'hui directement impactés par cet historique. Et après l'historique d'IG Farben, je vous proposerai aussi de nous intéresser un peu au projet à l'histoire du cartel de l'acier. Parce que c'est pareil, aujourd'hui on est directement impacté par cette histoire-là.
Alors, pour ce qui est d'Ig Farben, l'histoire d'Ig Farben est très intéressante. On y trouve une étroite imbrication des intérêts allemands et anglo-saxons. Quand je dis anglo-saxons, c'est anglais et américain. Ce cartel est également associé à l'ordre économique nouveau, entre guillemets, puisque ça a été nommément cité comme ça, qui est l'ancêtre du nouvel ordre mondial, recherché déjà par l'Allemagne nazie, mais qui est mis en œuvre, qui est un projet en cours de mise en œuvre actuellement. En 1925, IG Farben regroupe 6 des plus gros producteurs chimiques allemands. En août 27, Standard Oil conclura avec lui un programme conjoint de recherche et développement sur l'hydrogénation, procédé découvert par un chercheur allemand en 1909. En 1928, Henry Ford fusionnera ses actifs allemands avec ceux d'Ig Farben. Donc vous avez Standard Oil, derrière il y a Rockefeller, Henry Ford et IG Farben. Le 9 novembre 1929, un cartel pétrochimique international sera créé suite au mariage d'Ig Farben avec les Britanniques ICI et Shell Oil, ainsi que les Américains Standard Oil et DuPont. Donc là, vous avez Shell Oil et DuPont qui se greffent sur ce cartel. C'est l'accord entre Standard Oil et IG Farben qui constitue le pilier central du cartel. Premièrement, Standard Oil se voit accorder la moitié de tous les droits concernant les procédés d'hydrogénation pour tous les pays, sauf pour l'Allemagne. Deuxièmement, Standard Oil et IG Farben se mettent d'accord pour ne jamais se concurrencer l'un l'autre dans les secteurs de la production chimique et de la production pétrolière. Donc vous voyez quand même que là, on est dans des secteurs qui impactent directement la vie de tous les gens et qui ne sont gérés que par un petit groupe d'intérêts privés. Voilà. Alors désormais, si Standard Oil souhaitait entrer dans le domaine des produits chimiques industriels ou des médicaments, ce ne serait possible qu'en partenariat avec Farben. En retour, Farben s'engageait à ne jamais pénétrer le secteur du pétrole, sauf en association avec Standard. Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, IG Farben a passé des accords de cartel avec 2000 sociétés dans le monde, dont Ford Motor, Alcoa, General Motors, Texaco, Procter & Gamble, pour ne citer que quelques-unes. IG Farben a été dissoute par décret en 1950 et démantelée en 12 entités, dont les principales sont, notez bien, Bayer, dont on reviendra dessus, BASF, AGFA, Hoechst et Dynamit Model. Ça vous dit quelque chose, Dynamit Nobel, pardon. Ça vous dit quelque chose, Dynamit Nobel? Ben c'est l'entreprise qui est à l'origine du prix Nobel, de tous les prix Nobel. Voilà. Donc Dynamit Nobel, AGFA, BASF, Bayer, Hoechst, tout ça, AGFA, tous liés à IG Farben. IG Farben a été divisé en petites entités, réparties parmi tous ces petits amis. Alors, il faut noter que ça, c'est au moment de la dissolution et du démantèlement de IG Farben. Mais BASF, Bayer et AGFA composaient déjà à la fin de la Première Guerre mondiale ce qu'on appelle la petite IG, qui avait fusionné avec Hoechst et 2 autres sociétés pour faciliter et accélérer le retour d'IG Farben sur la scène mondiale. Donc, BASF, Bayer, AGFA avaient fusionné entre elles pour créer IG Farben, et quand IG Farben est démantelé, on retrouve les mêmes qui étaient à l'origine. Donc, c'est un démantèlement pour rire, c'est une plaisanterie, c'est un faux démantèlement. Je pense qu'on peut honnêtement traduire les choses comme ça. Alors, Bayer et IG Farben étaient très étroitement impliqués au point de vue capitalistique. Bayer était une filiale d'IG Farben. Et je dois dire que Bayer, il faut quand même le savoir, a notamment pour fait d'armes d'avoir utilisé des cobayes humains trouvés dans les camps de concentration pour faire in vivo des expériences médicales. Voilà. Et donc c'est à Bayer, notamment, dans cette entreprise-là, qu'a été réparti IG Farben démantelé. Donc voilà. Alors il n'a échappé à personne, par ailleurs, que la même Bayer, la même entreprise Bayer, a en 2016 racheté Monsanto pour la modique somme de 66 milliards de dollars, c'est-à-dire 59 milliards d'euros, et ce même Monsanto qui lui-même avait commercialisé, entre autres Villini, l'agent orange, avec 6 entreprises productrices, dont Dow Chemical, dont l'agent orange, dont le glyphosate, l'herbicide commercialisé sous la marque Roundup, est justement un dérivé. Donc l'agent orange est à l'origine du concept... oui, alors, je reviens sur l'agent orange parce que le glyphosate sans l'agent orange n'existerait pas. Le glyphosate est un dérivé de l'agent orange. Et l'agent orange est lui-même à l'origine du concept de tératologie utilisé comme arme de guerre. Le génome humain est irrémédiablement corrompu par les effets de l'agent orange sans que l'être vivant en résultant devienne pour autant stérile.
Il y a des problèmes considérables au Vietnam, qui a été bombardé d'agents orange sur une surface impensable. Et le gouvernement vietnamien s'est posé la question de savoir s'il fallait stériliser ces êtres qui n'ont plus de rapport avec le génome humain tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Écoutez, je vous invite à aller voir ce qu'est l'agent orange et ce que ça a produit, et vous comprendrez de quoi je parle. Monsanto, donc Bayer, qui lui-même avait fait, qui était à l'origine du cartel des IG Farben démantelé, notamment dans le fameux Bayer, qui lui-même avait fait des essais in vivo sur des gens trouvés dans les camps de concentration, et qui rachète et ensuite Monsanto, qui est à l'origine de l'agent orange. Donc vous comprenez dans quoi on évolue aujourd'hui. Hein. Monsanto et les autres firmes pharmacochimiques sont très investis dans la commercialisation des produits OGM. Pour contourner les futures réglementations en la matière, parce que ça c'est aujourd'hui, ces firmes se mobilisent sur des recherches concernant les ARN messagers, qui sont des copies transitoires d'une portion de l'ADN correspondant à un ou plusieurs gènes. Puisque maintenant tout le monde commence à comprendre, les OGM, Monsanto, tout ça, on commence à avoir peur, on se dit il faut faire des réglementations. Mais eux ont déjà un pas d'avance et sont déjà en train de faire des recherches sur les ARN messagers. Et comment vont-ils diffuser ces ARN messagers qui permet de modifier la substance vitale des plantes, hein, on est bien d'accord, il s'agit d'une modification génétique, eh bien ça se fera au moyen d'une vaporisation sur les champs. Donc une vaporisation générale, sans faire de détails, qu'il y ait des petits animaux en dessous ou au-dessus, peu importe, tout sera vaporisé. Donc vous comprenez que le cartel IG Farben, la création des cartels, et le développement considérable des cartels, qui a été permis notamment par la BRI, impacte notre quotidien aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous parler aussi du cartel de l'acier. Parce que le cartel de l'acier est à l'origine du projet d'États-Unis d'Europe. Et le cartel de l'acier est à l'origine de la création des institutions européennes actuelles. En 1926, le cartel international de l'acier ouvre ses bureaux au Luxembourg. Il servira de véritable gendarme privé du commerce mondial de l'acier de 26 à 39. Sa composante allemande regroupe les 4 plus gros producteurs d'acier nationaux. Elle est dirigée par Ernst Bungsten, Fritz Machin et Otto Wolff et autres. Ce groupe recevra 100 millions de dollars de la part d'investisseurs privés aux États-Unis. Donc on est dans le cartel international de l'acier, composante allemande, composante américaine. Dillon Red Co., la société de placement new-yorkaise de Clarence Dillon, James Forrestal et William Draper, s'occupe de l'émission des obligations. Donc, vous comprenez que les capitaux de ce cartel sont intimement imbriqués entre les capitaux anglo-saxons et les capitaux allemands, tout comme IG Farben. Lors de la signature du premier accord international le 30 septembre 1926, tous les sponsors du cartel se vantent de ce que le premier pas vers la formation des États-Unis économiques d'Europe vient d'être franchi. Et la formation, entre guillemets, des États-Unis économiques d'Europe, ça a été mentionné tel quel. 12 ans plus tard, près de 90% du fer et de l'acier commercialisé au niveau international est sous le contrôle du cartel de l'acier. 90% du fer et de l'acier commercialisé au niveau international. Donc ces gens-là ont pris le contrôle de cette matière première. Et cette matière première, tous les gens en ont besoin. Les entreprises qui ont des besoins de fabrication sont donc redevables à ce cartel. Donc, ils ont pris un contrôle politique, mais ils n'en assument pas la responsabilité. Il y a toujours un écart de fonctionnement entre pouvoir politique et responsabilité. Alors, outre l'Allemagne qui le dirige, l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume-Uni et les États-Unis en font partie, même s'il est interdit aux compagnies américaines de signer les accords formels sous peine de violer les lois antitrust américaines. Alors, ils ne veulent pas violer les lois antitrust américaines, alors ils font ça chez les autres. Mais ça ne change rien. En 1919, 3 producteurs allemands de lampes électriques, Siemens, AEG et Auer Gesellschaft, avaient formé une nouvelle société dénommée Osram pour tenter de regagner les biens et les marchés perdus à l'étranger. AEG était en grande partie contrôlé par General Electric et des liens similaires existaient entre toutes les autres entreprises du même genre en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. En 1924, afin de prévenir toute concurrence extérieure, Osram propose la création en Suisse
d'une société dénommée Phébus, qui appartiendrait à toutes les compagnies du cartel et serait dirigée conjointement par elle. En juillet 1929, Osram et la filiale de General Electric pour l'étranger, International General Electric, créent un partenariat pour tout temps, entre guillemets. À partir de 1929, les relations entre Osram et International General Electric se développeront suivant le même modèle que celle entre IG Farben et ses partenaires étrangers. Pendant les années 20, 4/5 de l'industrie allemande étaient encore regroupés dans des cartels. Donc tous ces cartels, financés par les conglomérats bancaires, plongent la civilisation entière et tout ce qui vit sur Terre dans un espace inconnu de monstruosité humaine et inhumaine. Ce sont les cartels qui dirigent l'Union européenne, ce sont les cartels qui sont à l'origine de la création des institutions européennes. Souvenez-vous qu'au départ, tout a commencé par la CECA. Donc, la CECA, c'était Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc les cartels qui sont nés au début du XXe siècle, dans des conditions extrêmement nauséabondes, ont un impact direct sur nos vies aujourd'hui. Elles sont liées à la création et au développement et, quels que soient les aléas militaires, à la continuation du développement des institutions européennes, et elles sont liées aussi au nouvel ordre mondial, qui en fait sera le gouvernement des banquiers, le gouvernement mondial tenu par les banquiers, dans lesquels les institutions européennes ont un rôle fondamental au niveau local. Voilà, ce sera l'entité locale qui sera chargée de rendre compte à l'entité internationale, gouvernement international. Et il est question de faire ça partout, dans toutes les zones du monde. Je dirais que l'Europe a été un coup d'essai. Ça a été l'expérience in vivo de ce genre de construction. Donc ils ont vu, ils font des essais, des erreurs, ils améliorent leur système. Et les gens ne comprennent rien. Les gens, quand vous les croisez dans la rue, ne comprennent rien, ne savent pas d'où on vient, ne savent pas d'où viennent les institutions européennes, ne savent pas où elles vont. Ne comprennent rien au nouvel ordre mondial, ils pensent que c'est du complotisme, parce que les médias sont là pour surtout qu'on ne comprenne jamais que ce sont les entreprises privées qui ont pris le contrôle politique. C'est ça le problème, c'est derrière tous ces mensonges par action et par omission se cache le fait que les entreprises sont devenues de véritables acteurs politiques. Et que ça, il ne faut surtout pas que les gens en prennent conscience. Alors maintenant, on peut essayer de répondre à la question, est-ce que l'État peut résister aux banques? Et vous avez compris comment les banques ont acheté les États. Je vous l'ai montré par l'intervention de la création des banques centrales, l'internationalisation des banques privées, la cartélisation de secteurs entiers d'activité. C'est ces moyens-là qui ont été mis en œuvre. Alors, un constat, l'État actuel est entièrement dominé par le système bancaire. Comme disait Napoléon, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. De façon fonctionnelle, l'État n'a, sans les banques, aucun moyen financier propre pour atteindre les objectifs étatiques qu'il se fixe. En abandonnant dans des mains privées sa fonction régalienne de battre monnaie, l'État s'est volontairement placé dans une position d'infériorité par rapport aux détenteurs du fait économique. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il était lui-même déjà noyauté par les détenteurs du fait économique. Des gens indépendants n'auraient pas accepté ça. Donc c'est une conséquence en fait. Or, les banquiers ne recherchent pas l'intérêt commun aux citoyens, ce qui est le rôle primitif de l'État en tant qu'entité politique. Ils recherchent le développement de leur intérêt privé, qui est donc de nature catégorielle. Cet intérêt privé consiste aujourd'hui à asseoir leur domination politique par l'élaboration d'un gouvernement mondial qu'ils contrôleraient définitivement. L'abandon volontaire par l'État de la gestion monétaire a pour conséquence directe de priver l'État de toute substance politique. L'État est devenu un simple outil de pouvoir aux mains des banquiers anonymes. Cette appropriation du phénomène politique par les principaux propriétaires d'organismes bancaires s'est produite par le biais du contrôle intégral du phénomène économique par les dits banquiers, propriétaires des grandes banques. Ce contrôle s'est réalisé par deux moyens principaux, le contrôle des monnaies et l'anonymat des capitaux. L'anonymat a permis aux banquiers d'organiser un accaparement discret des biens tangibles de cette terre, sans soulever la juste indignation des masses populaires que n'aurait pas manqué de faire une appropriation officielle par quelques personnes aussi violentes eût-elle été. Le contrôle des masses monétaires en circulation a permis le contrôle par corruption du phénomène politique et le développement des moyens légaux d'appropriation discrète des biens. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le lobbying, c'est de la corruption légale. C'est la corruption élevée au rang légal.
ce n'est absolument pas la représentation des intérêts divergents d'une population vivant sur un territoire. C'est la guerre entre multinationales. C'est l'intérêt, c'est le plus gros qui impose sa loi au plus faible. C'est l'intérêt de ceux qui ont le plus d'argent qui imposent les lois et les réglementations qui régiront tous les autres, y compris les entreprises qui leur sont inférieures en termes quantitatifs et en termes financiers. Voilà. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez trop pessimiste. Il y a une lueur d'espoir pour l'avenir, puisque la domination des États par les banques n'est pas inéluctable. Ce que la main de l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Mais pour que ça se réalise, il y a des conditions. Il y a une condition de forme et des conditions de fond. Donc la première condition, qui est une condition de forme, est sine qua non. Les ressortissants des États doivent prendre conscience de leur entière dépossession du phénomène politique. Ce qui signifie qu'ils devront politiquement s'organiser de façon à se donner les moyens concrets de reprendre le contrôle de leur destin collectif. Le seul remède à la disparition du concept politique est de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire d'en finir avec la rupture de symétrie organisée par les banques entre pouvoir et responsabilité. Cela nécessite d'abandonner le principe de l'organisation étatique autour des deux principes que sont la séparation des pouvoirs et le parlementarisme à l'anglaise, qui suppose un mandat représentatif des élus. La seconde condition se décline au pluriel. Elle est liée à la validité et à la viabilité sur la durée de la reprise en main du phénomène politique par les ressortissants des États. Il faudra impérativement, à peine d'ineffectivité de la reprise en main politique, réhabiliter le concept même de droit, de façon à rendre ce dernier compatible avec l'existence d'une civilisation. Techniquement parlant, il faudra revenir au concept juridique issu du droit continental et corrélativement abandonner le droit du commerce qui prend la forme de la réglementation à la façon anglo-saxonne. Nous sommes sur le continent européen en cours d'abandon définitif de notre droit continental traditionnel issu du droit romain, lui-même modelé et repris au fil des siècles par des préceptes de droit canon au profit de ce droit anglais dont l'essor date des Lumières, dominé par le principe de la loi du plus fort et du commerce. La common law anglaise est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. Et vous imaginez bien qu'entre l'an 1000 et l'an 1500, les décisions individuelles dans les tribunaux en Angleterre, c'était essentiellement des seigneurs qui se battaient entre eux. C'était pas le petit paysan chargé de... Donc ça a toujours été un droit réservé, le droit a toujours été réservé, fait pour et par l'élite en fait, en Angleterre. Si on parle du droit anglais, il faut aussi parler du système de l'equity, selon lequel le prince, c'est-à-dire au début le roi, puis le chancelier, se sont accordés le droit de juger en fonction de préceptes moraux les cas qui n'étaient pas abordés par la common law. Les principes de l'equity ainsi conçus ne méconnaissent pas la common law, ils s'y adaptent. Tout cet arsenal juridique anglo-saxon a pris une ampleur considérable en même temps que se développait le commerce maritime, lequel commerce a toujours été contrôlé par les banquiers commerçants qui ont leur quartier général à la City de Londres. À l'opposé, le droit continental traditionnel était un droit de régulation fait pour organiser la vie de la cité, alors que le droit anglais était un droit édicté par et pour les tenanciers du commerce international. Ce droit continental répondait à des règles strictes conçues autour du respect de la personne humaine comprise comme une partie d'un tout formé par la collectivité. Le droit des gens, ce qu'on appelait le droit des gens, lui-même, alors que le droit des gens, c'était la partie du droit romain qui organisait les peuples vaincus, mais lui-même, même ce droit des gens, était conçu autour de l'idée centrale de la personne et de l'organisation du groupe, ce que n'a jamais été le droit anglo-saxon. La supériorité du droit continental sur le droit anglo-saxon provient non seulement de son expérience historique, mais aussi et surtout de sa vocation. Il est globalement, contrairement au droit anglo-saxon, mis au service de la collectivité et non à celui de quelques élites autoproclamées. Alors, l'essentiel de la conférence est terminé, mais je voudrais insister sur une chose dont on entend de plus en plus souvent parler, qui est le problème d'extraterritorialité du droit anglo-saxon. Alors, cette question de l'extraterritorialité est très mal exposée, et vous allez comprendre pourquoi. Elle se décline en réalité de deux façons différentes et successives, c'est-à-dire qu'elle prend deux formes bien distinctes.
De ces deux formes, seule la seconde, qui se traduit par des sanctions financières, apparaît dans les radars médiatiques et juridiques, alors que la première forme de l'extraterritorialité du droit anglais est de loin la plus dangereuse pour les libertés publiques. Quand je dis le droit anglais, c'est le droit anglo-saxon, puisque le droit anglais a largement colonisé tout le développement juridique des États-Unis d'Amérique. Alors la première occurrence de l'extraterritorialité du droit anglo-saxon est la nécessité pour les banquiers de faire adopter par les systèmes juridiques étrangers leurs nouveaux produits dérégulés de façon à en permettre la circulation. Et ça a été à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Mais essentiellement à partir des années 70, parce que la dérégulation a commencé globalement très lentement dans les années 70 pour monter en puissance. Alors il s'agit d'importer des concepts comme le trust, qui a été partiellement traduit en France par la fiducie, comme la propriété économique, comme la titrisation, par le biais des Special Purpose Vehicles, comme les LBO. En réalité, cette forme d'extraterritorialité consiste à éliminer progressivement les systèmes de droit qui ne sont pas compatibles avec le droit anglo-saxon. C'est ainsi que peu à peu disparaît le droit commun français, issu du Code civil, pour être remplacé par les principes commerciaux, qui sont le fondement même du droit anglo-saxon. Donc vous comprenez, il faut savoir qu'en 1807, quand le Code de commerce a été instauré par Napoléon Bonaparte, il avait un statut de droit dérogatoire. Le droit commun, c'était le Code civil. Aujourd'hui, nous vivons une époque dans laquelle le droit commun, on ne le dit pas, mais concrètement, les principes du droit commun ne sont plus le droit commun. Les principes qui servent à régir la vie en commun sont les principes du Code de commerce, sont les principes du commerce. Alors, ce n'est pas stricto sensu le Code de commerce, bien entendu, parce que maintenant, il y a 1,5 milliard de codes qui sont exactement comme des recueils. C'est le modèle du droit anglo-saxon sous forme de recueil. La codification n'a rien à voir avec tout ça. Donc aujourd'hui, le droit commun devient le droit commercial. Alors qu'en France, au moment, et c'était encore vrai bien entendu à la Révolution, le droit commun c'était le droit des gens, le code civil qui régissait la vie privée finalement, de la naissance à la mort des gens, tout ce qui peut se passer dans une vie. Alors, la seconde occurrence de l'extraterritorialité du droit anglo-saxon est davantage connue et surtout davantage dénoncée. Actuellement, elle l'est de plus en plus. Il s'agit des sanctions financières imposées par les instances politiques et juridiques américaines à toute entreprise utilisant soit le dollar, soit un quelconque composant d'origine américaine dans leur processus de fabrication ou dans leur fonctionnement. Cette forme d'extraterritorialité sanctionne essentiellement les multinationales étrangères, qu'elles soient bancaires ou non. Ces multinationales ont ainsi très rapidement pris les pouvoirs publics et les médias à partie pour se plaindre et dénoncer ces pratiques prédatrices du pouvoir américain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, cette seconde forme d'extraterritorialité n'est ni la plus grave, ni la plus définitive, et qu'elle ne concerne globalement que les multinationales. C'est la première forme d'extraterritorialité qui attaque en profondeur le mode de vie et la sécurité juridique des ressortissants d'un État. Elle tend par exemple en France à faire disparaître le principe même de la propriété privée et à transformer la monnaie en propriété bancaire. La première forme d'extraterritorialité met à mal la sécurité juridique des ressortissants d'un État, tandis que la seconde forme d'extraterritorialité ne met à mal que le bilan des multinationales, et par extension celui des États devenus de simples émanations des multinationales. Par ricochet, cette seconde forme d'extraterritorialité vient renforcer la première forme en portant atteinte à la capacité des individus à devenir propriétaires, notamment de leur logement. Et en ce sens, les deux occurrences de l'extraterritorialité du droit anglo-saxon se renforcent l'une l'autre pour aboutir à la perte totale et définitive de contrôle des individus sur les éléments essentiels de leur vie pour réinstaurer le principe de l'esclavage au niveau légal. Voilà, terminé. Tant mieux si vous ne regrettez pas d'avoir sacrifié votre dimanche après-midi. Ah, on a pris des claques, hein. Oui, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je voulais juste ajouter une petite chose, parce que c'est un détail qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Vous savez que parmi les paradis fiscaux aujourd'hui, un des premiers paradis fiscaux, à la fois en termes quantitatifs et en termes qualitatifs, c'est l'État du Delaware aux États-Unis.
Et l'État du Delaware donc, est intimement lié, sa naissance, donc, aux Pays-Bas, enfin à la Hollande, qui est le fief originaire du développement du principe financier et monétaire, à l'Angleterre et à l'esclavagisme. L'État du Delaware a été le dernier État américain à renoncer à l'esclavagisme légal. Et ils n'y ont renoncé uniquement pour une chose, c'est pour devenir un paradis fiscal. Ça a été le premier État au monde à devenir un paradis. Enfin, pas au monde, puisque la City est de facto née comme une forme de paradis fiscal. Mais l'État du Delaware est passé directement de l'esclavagisme au paradis fiscal, à l'anonymat des capitaux et à l'organisation systématique, rationnelle et organique de l'anonymat. Voilà. Bon. Oui. Donc, par rapport à votre exposé, le monde anglo-saxon ressort en fait comme quand même le mal incarné, quoi, en quelque sorte. C'est pas le monde anglo-saxon qui ressort comme le mal incarné, c'est l'organisation du pouvoir qui s'est incarnée en priorité en Angleterre, et cette organisation du pouvoir s'est incarnée par une intrication, des liens très serrés entre le pouvoir politique, à l'époque de Cromwell, et les banques, le pouvoir financier. Et c'est de là que tout part en fait. Et à ce moment-là, ils ont utilisé les principes qui étaient à l'époque quand même relativement, je dirais, beaucoup moins prégnants qu'ils ne sont aujourd'hui, du droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon, le droit anglais a pris son essor au moment des grandes découvertes, au moment où le commerce a pris des proportions qui n'avaient jamais existé antérieurement. Voilà, donc c'est pas le monde anglo-saxon en tant que tel, c'est l'organisation du pouvoir au sein de ce monde qui s'est propagée et qui est lui-même extrêmement... D'accord, l'un des piliers de cette organisation, c'est bien la City. Bien sûr. D'accord. Et donc la City se situe en Angleterre. La City, c'est la tête de pont de l'Empire anglais, de l'Empire américain. La City se situe en Angleterre. Et du gouvernement mondial. Et l'Angleterre a décidé de sortir de l'Union européenne par le Brexit. Mais la City ne sortira. La City est située en Angleterre, je dirais, par un hasard historique. La City, ce sont des capitaux apatrides. Qu'est-ce que vous pensiez en fait de ce Brexit en fait? Ah bah alors, j'en pense beaucoup de choses, et j'ai même enregistré une vidéo sur le Brexit pour expliquer que le Brexit c'était une vaste fumisterie. Elle ne sert qu'à deux choses. Le Brexit n'aura servi qu'à deux choses. Déjà, il faut parler de Nigel Farage. On ne peut pas parler du Brexit sans parler de cet homme-là. Il passe pour un parangon de patriotisme, mais je suis désolée, il a passé toute sa carrière à la City, et sa femme aussi. Donc, derrière le Brexit, il y a d'autres intérêts. Il y a des intérêts financiers. Et derrière ces intérêts, il y a la séparation des grands banquiers internationaux du dollar en tant que monnaie mondiale. Voilà. Juste le Brexit s'inscrit dans le contexte dans lequel les grands banquiers qui siègent à la City voulaient et veulent mettre un terme à la prééminence du dollar en tant que monnaie mondiale. Okay. Voilà. Donc c'est un divorce très douloureux parce que ces gens-là avaient misé sur le monde américain et ont développé l'empire américain, mais en même temps, je l'explique dans des tas d'articles que j'ai écrits, le dollar en tant que monnaie nationale une monnaie nationale ne peut pas remplir le rôle d'une monnaie internationale. Et ça, Keynes, en 1944, au moment des accords de Bretton Woods, le savait parfaitement. Les grands banquiers de la City le savaient. Néanmoins, ils n'ont pas pu s'opposer à la puissance montante américaine, qui avait encore beaucoup de choses à offrir à ces banquiers, puisque en tant qu'empire, ils avaient déjà une énorme armée, ils avaient une puissance économique, et ils avaient des choses auxquelles les banquiers n'ont pas vraiment pu s'opposer. Ils s'y sont d'autant moins opposés qu'ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, et qu'ils se sont dit on va tirer d'autres avantages de ce phénomène. De toute façon, on sait que ça sera une expérience qui aura un terme rapidement. Rapidement peut-être pas, mais voilà. Donc le Brexit s'inscrit dans ce cadre-là. Et alors le Brexit avait surtout comme autre intérêt, c'était d'obliger les pays qui restaient au sein des instances européennes à resserrer
à raffermir leur union, donc à aller vers une fédéralisation qui a été voulue depuis toujours. Je vous l'ai montré avec le cartel de l'acier. La fédéralisation, les instances européennes ont été pensées pour être fédérales. Donc le Brexit a essentiellement comme intérêt de quitter, de permettre l'abandon du dollar comme monnaie mondiale et de raffermir les institutions européennes. Voilà. Il faut quand même savoir que l'Angleterre peut sortir de l'Union européenne sans aucun problème. Elle n'a jamais été dans Schengen, elle n'est pas dans la zone euro. Et d'autre part, vous savez que les accords de libre-échange ont existé de tout temps. L'Angleterre peut faire des accords de libre-échange avec qui elle veut. Le Commonwealth, c'était là, c'est large. Mais bien sûr. Donc, le Brexit est dans une très large mesure un écran de fumée pour cacher des intérêts qui sont nettement moins favorables que ceux que l'on met en avant. Voilà. Ok, merci. Nettement moins favorable pour les populations. Pour les populations. On leur dit vous allez récupérer votre liberté, votre autonomie, mais c'est tout à fait faux. Oui, Hjalmar Schacht. Il a changé un peu de paradigme. Il est devenu conseiller après au niveau de l'Iran, de la Syrie. C'est lui qui leur a conseillé les politiques monétaires justement avec des banques centrales qui étaient contrôlées par l'État. Donc c'est-à-dire qu'il avait quand même un peu compris les choses. Ah bah, non seulement il avait compris, mais il était à l'origine. Ah, il avait beaucoup participé après, mais il s'est retourné. Pardon ? Il s'est retourné alors après. Bah, il s'est pas retourné, parce qu'à partir du moment où il développe ce système-là dans d'autres pays du monde, et en particulier dans d'autres régions du monde, je ne vois pas en quoi il se contredit. Au contraire, il est logique il est jusqu'au boutiste. Il va développer la logique des banques centrales dans le monde entier. Mais de banques centrales contrôlées par les banquiers. Par l'exécutif, dans le cas de la Syrie et de l'Iran. Oui, mais la Banque centrale de France était contrôlée par l'exécutif, je vous rappelle, au moment de sa création. Au début. Voilà, donc c'est ça le... Non mais, il faut comprendre que derrière le concept de banque centrale sont les banquiers. Un État n'a aucunement besoin de banque centrale, les banques centrales n'existaient pas et les États géraient leur budget comme ils l'entendaient. À partir du moment où les banques centrales sont arrivées, la fonction monétaire a échappé aux mains des États, des hommes politiques, pour arriver dans les mains des banquiers. Mais excusez-moi, mais il faut bien que quelqu'un gère quand même la fabrication de monnaie ainsi que sa circulation. Bah, bien quand sûr. vous parliez justement c'est le rôle du ministère des Finances. Tout à l'heure, il y avait bien eu les fabriques de monnaie dans toutes les grandes villes pour mettre en circulation la monnaie. Donc il devait bien y avoir quand même un intermédiaire pour gérer la fabrication. Mais absolument pas. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Un État est capable de gérer lui-même son émission et les flux monétaires. Le seul moment où, peut-être, quand il parle qu'à l'époque des rois et tout, le seul moment où peut-être ces gens-là... Alors c'est très différent parce qu'à l'époque monarchique, la monnaie c'était des pièces d'or ou d'argent. Donc il y avait des contraintes matérielles qui n'existent plus aujourd'hui. Justement, au XVe siècle, il y avait bien la circulation des chèques qui commence à se faire. Oui, mais je suis d'accord. Et c'est même l'origine du principe de réserve fractionnaire. Donc c'est l'origine de l'enrichissement indu des banquiers. Oui, mais à partir de ce moment-là, il fallait bien quand même un intermédiaire. Oui, en fait. Mais il fallait. Oui, les intermédiaires, justement, ils arrivent au moment où ces gens-là, ils prêtent de l'argent au roi pour pouvoir aller faire la guerre avec. C'est eux qui s'imposent comme intermédiaires. Ils rentrent en relation avec les. Non mais. Oui. C'est eux qui s'imposent comme intermédiaires. Oui, ça peut. Stratégiquement. Non mais le système de fonctionnement n'est absolument pas nouveau. C'est l'aboutissement du système qui a commencé au XVe siècle. Donc déjà, le nouvel ordre mondial est très mal... C'est déjà une manipulation du psychisme des gens. Parce que quand vous entendez nouvel ordre, vous vous dites, en fait, nouvel ordre, ça veut dire disparaître. Le fait d'acter la disparition des États et du système politique pour l'imposer par une domination définitive des plus grands capitalistes. Voilà, c'est tout. Mais le pouvoir royal était un contre-pouvoir au seigneur, c'est-à-dire que le paysan malheureux pouvait aller se plaindre au roi. Le pouvoir royal était un obstacle aux abus quand même seigneuriaux trop violents. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir, donc il n'y a plus aucun obstacle à la violence de ceux qui dirigent. Il n'y a plus aucun obstacle. C'est pour ça qu'on a des Monsanto, c'est pour ça qu'on a des... Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui alors ?
parler, déjà, c'est bien, mais... non mais si, alors c'est la question que oui, je sais, c'est un débat que j'ai s'organiser sous forme de grosse compagnie. Oui, non, Monter un il faut permis sous forme de s'organiser trust. autrement. Il faut de l'argent pour pouvoir rivaliser. C'est ça. Oui, mais Maintenant, l'argent, l'argent, vous ne l'aurez pas parce que ceux qui gèrent le monopole de l'argent gèrent l'affectation des ressources. Donc l'argent, vous ne l'aurez pas. Ce qu'il faut faire, la seule voie que moi je vois possible, mais je peux me tromper, il peut y en avoir d'autres qui émergent, ça je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Je dirais qu'il faut s'organiser autrement, il faut s'organiser en force collective autrement que dans le cadre des partis politiques. Parce que les partis politiques sont là pour verrouiller le système. Oui, ils font passer des... Ouais, d'accord. Quel que soit le parti pour lequel vous voterez, vous aurez vos espoirs et quand il sera au pouvoir, il continuera à donner le pouvoir aux banquiers.